evening, Mr. President. Good evening, Mom. I hope you heard I said president. I did. I'm already in the future. It's what I see. Okay. Thanks. I'm so happy. I'm an interior architect by profession. I've worked in the building and construction sector for almost 13 years now, by the grace of God. Wow. Even though I was not predisposé to do that because j'ai fait les lettres bilingues. So, because I never had any job, tried concours here and there, but by the grace of God, I found a job in a building and construction company. And with time, I came to fall in love with the building and interior design sector, and I decided to get trained and be established in it. So it's true that the interventions you have and the other ones before answered some of my questions, and the aha moment that I have had, and which is an answer to my greatest difficulty was the centre de métier. Because the truth is that le métier de l'architecture d'intérieur est un métier pour les nationaux encore qui est en train de, nouveau. Et donc, pour nous les architectes d'intérieur, la frustration c'est de concevoir un projet qui paraît très beau, mais de ne pas pouvoir le voir se réaliser. Pour des questions qu'on peut reconnaître, à savoir le manque de compétences, le manque de matériaux même, parce que l'une des difficultés que nous avons, c'est par exemple qu'on conçoit un très beau projet, un espace comme ici, on rénove et tout, et le projet va rester dans la 3D parce que le matériau, c'est-à-dire que visuellement on a un décor, mais pour le réaliser, les matériaux qui sont sur le marché, pour la plupart sont des matériaux entre guillemets importés. Et vous avez dit que nous avons la matière première sur place. Je vais prendre l'exemple du bois. Nous concevons des cuisines par exemple sur mesure. Et donc, c'est vrai que localement, on utilise beaucoup le bois naturel, le bois brut. En réalité, le bois est un matériau capricieux. Et pour le garder sur la durée, il faut qu'il soit traité, séché et tout. Et ça engendre des coûts supplémentaires. Et donc, il y a des matériaux qu'on ne va pas ignorer, comme des matériaux composites qui existent. Bien sûr. On n'est pas isolé, en tout cas en matière dans les goûts, en matière de design, en matière de évoluer aussi avec le temps. Donc on a aussi d'autres solutions, comme des matériaux composites, comme des panneaux mélaminés et autres qui existent sur le marché. Mais moi, je suis quand même choquée de voir que nous avons le bois et que certains des matériaux composites peuvent être fabriqués et mis à la disposition du marché local pour que la conception que nous avons faite puisse satisfaire toutes les couches du marché. C'est-à-dire que je conçois un bel espace, mais je peux le vendre à monsieur, un enseignant par exemple, il a le même décor, je peux le vendre au ministre. Sauf que la différence va être au niveau des matériaux. Parce que celui qui a plus d'argent va peut-être s'acheter un matériau un peu plus cher. Et celui qui a moins d'argent va s'acheter un matériau. Mais c'est le même décor en fait qu'on a pu réaliser. Et donc c'est choquant de savoir qu'on a des entreprises comme Ecamp Placage. Parce que moi j'ai eu la grâce de voyager dans beaucoup dans des pays africains. Et récemment j'ai eu aussi la grâce d'aller en Chine. Et j'ai pu voir que il y a la possibilité d'avoir certains panneaux que nous importons sur le Cameroun, de l'Europe et tout, qui sont fabriqués juste parce qu'on a mis un film sur le panneau que Ecamp Placage fabrique. Et quand je me suis rapprochée des entreprises comme Ecamp Placage, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit importer des panneaux que vous fabriquez? J'étais choquée de savoir qu'ils ont le contrat avec l'État, c'est vraiment d'exporter carrément leur production de panneaux et qu'ils ne peuvent pas le vendre sur le marché à moins de vouloir créer un marché noir pour avoir les liquidités localement. Donc moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que votre programme propose pour la protection des entrepreneurs locaux.
des entrepreneurs ou bien même des industriels, parce que ceux qui doivent créer ou bien fabriquer ces panneaux, je cite un exemple, doivent être protégés. Pourtant, sur le marché est saturé des importations. Et je vais prendre l'exemple, excusez-moi, pour le déplorer, de la Chine, par exemple, qui est en train d'entrer, mais de manière furieuse et violente, sur notre marché. Et j'ai bien peur que les entrepreneurs ne trouvent plus le marché pour satisfaire, ne trouvent même pas le marché pour vendre leurs compétences. Donc voilà un peu de manière à masser mes préoccupations ainsi. Merci beaucoup. Vous posez là un problème épineux. En fait, la réponse dépend de plusieurs facteurs. La première chose, vous avez cité Ecamplacage. On a eu la Sofibel à Belabo, qui effectivement était une entreprise de transformation de bois. Elle avait même une plus grande capacité et même sa technologie à l'époque était supérieure à celle d'Ecamplacage. Ecamplacage étant en Balmayo, n'est-ce pas, à l'époque on nous disait même que c'était semi-public et semi-privé. Malheureusement, dès qu'il y a la première alerte, quand il y a une crise économique, on s'est précipité à fermer Sofibel. Et je n'ai jamais été très proche de la manière dont fonctionnait cette entreprise et de ses comptes, mais je me demande comment une entreprise qui produisait entre autres les contreplaqués, mais également les parquets de telle qualité a pu fermer alors que la demande continue d'exister à l'étranger, notamment en Occident. Comment? La plupart du temps, nous sommes simplement victimes de notre mauvaise gestion. Les gens ont tué les entreprises par la mauvaise gestion. Ce n'est pas que l'entreprise n'était pas pertinente ou manquait de marché. C'est pour ça que Sofibel, qui était une belle entreprise, est aujourd'hui fermée. Mais il va falloir de toute façon retravailler tout cela. Je reviens de façon plus précise à votre question par rapport à Ecamplacage. Donc ça dépend du modèle économique qui a été choisi dès le départ quand on créait Ecamplacage. C'est-à-dire que si vous dites qu'une entreprise s'implante uniquement pour faire de l'exportation, vous savez pourquoi vous prenez une telle décision. Et cela veut dire que si l'investisseur est privé, ça veut dire que c'est la condition qu'il vous a demandé, qu'il a imposée et que vous avez acceptée. Sinon, on ne voit aucune logique pour une entreprise de pouvoir produire et de ne pas vendre sur le marché local, et surtout si la demande existe. Si c'est une entreprise publique ou semi-publique, ça veut dire que l'État lui-même a choisi d'extravertir son entreprise, son usine. Et dans le cas du Cameroun, ça n'aurait pas de sens parce que généralement, vous pouvez effectivement tourner votre entreprise vers l'étranger dans les pays où vous avez un vrai problème de devise. C'est-à-dire vous voulez par exemple avoir de la monnaie étrangère comme le dollar ou l'euro ou tout ça là. Et dans le cas du Cameroun, l'une des choses, peut-être l'une des rares choses, le seul avantage qu'on peut dire que le CFA donne, c'est qu'ils disent que bon, comme vous êtes adossé à l'euro, donc votre monnaie a cette valeur-là. Donc en réalité, ça devrait pouvoir jouer ce rôle-là. Peut-être, c'est vrai aussi qu'en creusant l'affaire, on se rend compte qu'on croit théoriquement que c'est un avantage, mais est-ce que c'est vraiment un avantage? Parce que pour que ce fût un avantage, il aurait fallu que le franc CFA, quand tu pars d'ici, tu arrives à Bruxelles ou ailleurs, tu puisses changer, avoir des euros. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas. Donc en réalité, nous avons juste un papier, on nous dit que c'est adossé à l'euro, parce que ce sont toujours nos exportations qui nous permettent d'avoir des devises. Donc du coup, peut-être que le modèle économique choisi à l'époque a voulu qu'on vende ces produits-là à l'exportation pour avoir des devises. Mais bon, mais je dis que c'est un modèle, même la Chine est devenue une puissance économique, d'abord parce qu'elle a été l'atelier du monde, parce qu'elle produisait pour vendre à l'étranger, vendre beaucoup pour avoir des devises. Mais aujourd'hui, l'économie chinoise ne tiendra que si elle développe l'économie intérieure, c'est-à-dire la demande intérieure. C'est-à-dire si les Chinois eux-mêmes sont les premiers consommateurs de leurs produits. Donc c'est pour dire que s'il y a un marché au Cameroun pour les contreplaqués ou les trucs d'Ecamplacage, on doit voir. Et peut-être faudrait-il que d'autres unités de production s'installent pour faire que la concurrence, ou même des unités de production qui n'ont pas forcément la même taille qu'Ecamplacage pour répondre à la demande intérieure. Mais tout cela doit être expliqué, étayé. L'autre chose que je voulais ajouter,
Et ça, c'est extrêmement important. Quand j'ai dit, voilà, on va par exemple importer de la sciure, du bois, ou du bois des agrégés, ou de tout ça là, des matériaux agrégés, c'était pas que je disais que c'est mauvais, mais je disais, si nous allons par exemple importer des portes ou des tables, hein, des bureaux, avec de la sciure, du bois compacté, mais c'est désastreux puisque nous pouvons avoir la sciure du bois ici. Donc si c'est ça le sujet, utilisez la sciure du bois camerounais ou camerounaise, si on parle de sciure, pour fabriquer donc ces portes-là ou ces tables-là. Pourquoi les importer? Et je termine en disant, j'ai dit tout à l'heure, nous n'exploitons pas rationnellement notre forêt. Parce que dans la forêt camerounaise, il y a une variété infinie d'arbres. Vous avez des bois précieux qui coûtent très cher sur le marché international. Et c'est pour cela qu'on a beau dire depuis 1994 qu'on ne doit plus exporter des billes de bois au Cameroun, on exporte toujours. Parce que bon, il y a toujours un marché là pour cela. Et nous aurions pu inverser la tendance en disant, tiens, c'est notre matière première. Nous travaillons, si ça vous intéresse tant, venez installer votre usine ici. Et sinon, nous allons fabriquer ce que vous voulez là, vous allez venir acheter chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on doit couper notre bois et envoyer là-bas comme ça? Mais pourquoi? Parce que nous, en réalité, nous aimons la facilité. Parce qu'en coupant, en exportant, il y a quelques recettes. Voilà, quelques recettes douanières à l'exportation, et puis ça nous rapporte un peu d'argent. On vit là-dessus. Mais si tu es dans une logique, une perspective de développement économique, tu dois dire, non, en faisant une usine ici, je crée de l'emploi pour mes jeunes, j'ai en fait la valeur ajoutée de ce bois-là est également importante, puisque je n'exporte pas du bois brut, j'exporte du bois transformé. Chaque fois que tu transformes quelque chose, il y a une valeur ajoutée. Donc, on pourrait faire ça. C'est le modèle économique, c'est le raisonnement qui pêche. Et moi, je dis, je vous assure, regardez, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise qu'on appelle IKEA. IKEA, c'est une grosse entreprise suédoise. Parce que la Suède a, peut-être avec la France, les plus grands massifs forestiers en Europe. Sauf que chez eux, ils ont en fait une seule variété d'arbres. Voilà, c'est le pin. On va dire les résineux, voilà, plus exactement, merci. Donc le pin et les autres variétés qui sont rattachées au pin. Bon, c'est un bois blanc relativement léger, mais qui tient. Mais dans nos forêts, nous avons des bois légers. Donc ça veut dire qu'un entrepreneur camerounais peut parfaitement dire, je veux même m'inspirer du modèle de IKEA pour fabriquer des mobiliers que je vais vendre en Afrique, à partir des bois africains. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est simplement que parfois je suis étonné, on a l'impression que nous regardons sans voir. Et ces bois-là existent dans nos forêts. Ce qu'on appelle le fraqué, vous connaissez le fraqué, qu'on utilise d'ailleurs pour faire des maisons, même à Douala, ce qu'on appelle les carabottes. C'est du bois léger, que si vous avez vu qu'il est très léger, si vous le traitez correctement, vous pouvez faire, et il va se stabiliser, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cela. Pourquoi on aime le bois léger pour ce genre de meubles? Parce que ça ne pèse pas lourd au transport, et donc ça ne coûte pas trop cher. Donc vous pouvez parfaitement faire ça. Le jeune qui vient de se marier, qui veut s'installer là, vous voulez qu'il achète votre, comment vous appelez ça, les Louis XIV ou les Louis combien là? Lui, il veut une table machin simple, dans un premier temps où il peut s'asseoir avec ses amis quand il vient le voir et machin et tout ça. Donc faites-lui des meubles de ce niveau-là. Et dites-lui que ça coûte 100 000 francs avec ça ou 150 000 avec ça, il a monté tout. Il va être content. Mais tout le monde veut aller travailler le bois précieux ici et tout ça. C'est pas ça l'économie d'un pays. Donc du coup, j'ai des amis et même des frères qui sont des ingénieurs des eaux et forêts, qui connaissent le bois. Et ils me disent non, on n'utilise même pas 20% de ce que... Il dit, pour aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aller chercher un arbre précieux, on détruit sur le passage au moins 10 autres arbres qu'on n'utilise pas. Donc il faut... Oui, pour aller chercher un arbre, pour aller chercher un boubinga, pour aller chercher l'ébène, ou l'iroko, ou tout ça là, on va détruire 4-5 arbres pour arriver à lui. Et là, le tracteur va casser. Alors, vous pouvez transformer ce bois là. Vous pouvez même le mâcher, le broyer pour agréger. Vous voyez?
pour faire les trucs comme ce qu'on importe. Si vous voulez, si vous trouvez que ça ne va pas faire du bois, vous pouvez le broyer. Oui, compacter pour faire de l'agrégé. On le fait pas, on le perd en forêt. Donc c'est des pans entiers de nos ressources et de notre activité que nous devons revisiter. Il faut que nous nous réapproprions même nos propres ressources. Non pas par rapport à l'étranger, mais par rapport à nos propres connaissances. J'ai l'impression que nous ne connaissons même pas nous-mêmes assez nos richesses. Et après on dit qu'il n'y a pas d'emploi. Non, il faut créer des emplois. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Merci. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, indeed. I want to assure you that we are in the victory. We are already behind you. Thank you so much. Thank you very much indeed.